Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de nous tourner vers notre survivaliste Piero San Giorgio, j'ai besoin du renfort de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clément, moi je suis un survivaliste de la démocratie, chers amis. Oui, Bonjour. c'est ça, c'est déjà pas mal, franchement. Nicolas Vidal, fondateur et rédacteur en chef de Putsch Média. On se tourne tous les deux vers notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Sachez que cela fait bien longtemps que de nombreux auditeurs souhaitent que l'on vous invite et que je suis très heureuse de réussir à vous avoir aujourd'hui parmi nous. D'autant plus que franchement, on a bien fait d'attendre parce qu'on est vraiment là, on a l'impression que votre livre a été écrit pour la période dans laquelle nous sommes. Alors qu'en fait, vous allez nous le rappeler tout de suite. Je vais rappeler d'abord le titre de votre livre, Survivre à l'effondrement économique, aux éditions Culture et Racines. C'est un livre que vous avez écrit en quelle année? 2011, et d'ailleurs je tiens particulièrement à vous remercier car c'est grâce à la toute première intervention médiatique que j'ai faite chez vous, chez Radio Courtoisie, à l'époque invité par le regretté Ratier, qui nous manque et qui m'a lancé ce livre qui est devenu un best-seller, aujourd'hui traduit en 12 langues, plus de 200 000 exemplaires vendus rien qu'en France, et écrit en 2011, suite à des réflexions que j'ai commencées en 2005, et qui explique pourquoi nous allons nous effondrer et probablement finir dans une très grande guerre entre 2020 et 2025. Donc j'ai eu un le peu nez fin. Oui. Alors, on peut dire que 2005, puis 2008, la crise de subprime, en fait, vous aviez déjà des prémices de crise. C'est d'ailleurs toute pour la diviser en deux parties, la première grande partie de votre livre, c'est le constat des crises qui arrivent et de la fin des énergies, tout simplement. Donc, vous le dites, pétrole et ensuite toutes les autres, le pétrole, toutes les autres ressources, l'effondrement écologique, la fin du système financier. Donc, vous faites un bilan très précis, très mesuré, même calculé. Il faut savoir aussi, peut-être, vous pouvez nous rappeler d'où vous venez, quel est votre milieu, quel est votre parcours avant d'être tombé, entre guillemets, dans le survivalisme. Alors pendant 20 ans, j'étais cadre, puis cadre supérieur dans des sociétés de logiciels, une société plutôt américaine. J'ai également eu ma propre petite entreprise que j'ai ensuite vendue à des sociétés américaines également. Et j'ai voyagé à travers le monde entier pour représenter et vendre des produits informatiques. Et donc j'ai pu visiter le monde, j'ai pu voir le développement démographique, par exemple en Afrique, et économique aussi, en Asie, au Moyen-Orient. Je connais bien les pays de l'Est, la Russie, et ce depuis le début des années 90. Et donc, ces voyages m'ont amené à me rendre compte, tout d'abord, alors j'avais une conscience très écologiste à l'époque, en plus, qui regrette bien d'avoir vu ce mouvement être perverti et repris par en fait des gauchistes et qui n'a plus rien à voir avec l'écologie, mais j'ai pu constater que nous avons des tendances lourdes qui sont d'abord la surpopulation, un immense développement démographique dans le monde, surtout dans le continent africain, mais surtout avec une consommation en Chine, en Inde, qui augmente et qui consomme de plus en plus de ressources qui ne sont pas infini. Alors nous n'allons pas vers la fin totale, bien sûr, des ressources, y compris du pétrole et énergétique en général, mais nous allons vers une raréfaction et donc une augmentation des prix et donc une rareté. Et les forces, le pouvoir en place dans le monde aujourd'hui, dans le monde occidental, dans l'Océania qu'aurait pu appeler George Orwell s'il était vivant aujourd'hui, eh bien, elle a lancé des guerres depuis les années 2000 pour contrôler des ressources. On se souvient de l'Irak, il y a du pétrole, l'Afghanistan, il y a du lithium, ou alors des révolutions colorées pour garder dans son giron des pays stratégiques avec comme objectif à terme de démanteler la Russie. Dernier grand endroit où les ressources ne sont pas contrôlées par l'Occident et qui sont bien utiles au développement de la Chine, rivale économique des États-Unis. Et dans ce contexte, il me paraissait logique que si on continue ces tendances, avec en plus cet Occident qui est de plus en plus, et je le voyais déjà à l'époque, géré par des idiots et des gens arrogants et ignorants, allait nous amener droit dans le mur
d'autant plus que l'économie n'est plus basée sur de la production réelle, mais sur de la financiarisation virtuelle de plus en plus, et qui ne pourra jamais tenir très longtemps face aux contraintes du monde réel, de l'éternel retour du concret. Et donc forcément, j'ai projeté ces projections déjà à partir de 2011 lorsque j'écris ce livre, et je me suis dit voilà, un peu au pif, je dois l'avouer que ces calculs devaient arriver vers 2020, entre 2020 et 2025, à un moment de très grande tension sur les marchés des énergies et des ressources, et donc des guerres, et donc des explosions sociales. Voilà, on a vu les gilets jaunes un peu avant, on a vu la gestion du Covid. Voilà, je sais qu'on peut pas trop en dire, sinon on se fait censurer. Manu Militari. Oui. Voilà, on a vu le retour de la dictature très très vite. On voit aujourd'hui, 2 ans plus tard, en Allemagne, le retour du naturel qui est arrivé, même pas au galop, mais dans une voiture à 200 km/h. Et donc, même en Suisse, où j'habite, on sent une velléité totalitaire qui est sous-jacente auprès des politiques. Et donc, en Suisse, petite parenthèse, Piero San Giorgio, il me semble qu'en Suisse, vous avez reçu des avertissements du gouvernement, enfin, je sais pas si c'est au niveau fédéral chez vous, mais des avertissements vous demandant de commencer à faire des stocks de bougies, de matériaux. Oui, alors on a ça depuis très longtemps parce que c'est une tradition en Suisse d'avoir des réserves en cas de guerre, mais on a surtout reçu récemment des injonctions extrêmement dures de la part du gouvernement, où si on a préparé des lois qui peuvent nous amener à plus de 3 ans de prison si on chauffe nos appartements ou nos maisons à plus de 19 degrés cet hiver. Donc, on sent bien la pédagogie. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et Nicolas Vidal, évidemment, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste préciser, pour ceux qui nous écoutent, que la première partie était absolument déprimante, que j'ai lue hier, à côté de mes enfants. Mais Piero San Giorgio, ce qui me rassure, je voudrais tout de suite le dire pour que nos éditeurs s'accrochent, parce qu'il y a une porte de sortie. Et ce qui me rassure, c'est que vous avez vous-même des enfants. Donc vous ne dites pas c'est la fin du monde, vous dites c'est la fin d'un monde, vous le précisez bien. Oui, alors j'ai 4 enfants pour l'instant, et tout va bien. J'habite effectivement en Suisse, qui est dans le même bain que le reste de l'Europe, hélas. Et donc, je travaille sur tous mes livres, parce que j'ai poursuivi ce livre avec d'autres, bien sûr, pour donner des solutions, pour ne pas juste faire une analyse. D'ailleurs, je vois que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'intellectuels commencent à arriver gentiment, tranquillement, au même point où j'ai démarré mon livre en 2011. Donc, ça me fait plaisir de voir des grands intellectuels dire « Ouh là là, on va vers l'effondrement ». Oui, mais moi, en 2011, j'écrivais déjà les solutions. Non pas des solutions stratégiques, il faut prendre le pouvoir, et puis on va faire des lois, puis on va changer. Non. Tout ça, c'est hors de portée. En tout cas, pour moi, j'essaye de me contenter de donner des solutions à titre individuel, et qui, si je peux résumer, je vais dans le détail dans mes livres, bien sûr. Résumer, c'est essentiellement de développer le maximum d'indépendance, de liberté, et ça par l'autonomie. Car celui qui est autonome est libre. Celui qui est dépendant, notamment de l'État, est son esclave. Et donc, et les esclaves, généralement, sont pas très bien traités. Et donc, cette autonomie, on la travaille sur des grands axes, qui sont les 7 points que j'écris dans le livre. C'est d'avoir une autonomie pour l'eau, pour la nourriture, pour l'énergie, la santé, les connaissances, la défense et le lien social. Et ces 7 éléments, évidemment, doivent être faits en fonction des moyens des gens. Il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de, on coche pas des cases en disant voilà, c'est bon, quoi qu'il arrive, je vais survivre. Non, on travaille, on peut le faire en ville. J'ai écrit un livre sur la survie en ville, dans le cadre de problèmes et d'effondrement économique. J'ai également travaillé sur un livre quoi faire en cas d'accident, par exemple nucléaire, ou de guerre nucléaire, ou de choses qui, à l'époque, en 2016, paraissaient très lointain, mais aujourd'hui n'est plus. Se rapproche doucement, oui. On se rapproche même très vite, donc ça pourrait être très effrayant, et moi je ne veux pas faire peur à mes lecteurs. J'essaie plutôt de leur donner des solutions concrètes, en les rassurant relativement, en disant non, mais si vous travaillez, si vous investissez un petit peu de temps et de moyens,
et que vous développez vos compétences, vous avez tout d'un coup des chances assez fortes de vous en sortir. Et puis, avec le but ultime, pas seulement de survivre, c'est évidemment d'avoir une vie un petit peu plus saine et plus agréable, mais surtout d'avoir les moyens ensuite de reconstruire la civilisation et le monde tel qu'on aime. Et ça, je m'adresse à n'importe quelle personne, évidemment, partout dans le monde. Chacun, relativement à sa région, à sa géographie, à sa culture, de reconstruire un monde qui peut-être sera un petit peu meilleur. Donc ça, c'est la note d'espoir. Mais et clairement, parce que celui dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas en Occident, c'est certain, mais je crois qu'ailleurs aussi, il va y avoir de très graves problèmes. Il est plus que mourant. C'est un cadavre animé par électrochoc et son effondrement va être extrêmement douloureux pour ceux qui ne se sont pas préparés. Nicolas Vidal. Bonjour Piero San Giorgio. À force d'écrire des livres, vous allez être contacté par McKinsey. Hein. Ça va pas tarder. Ils vont vous demander des petites notes pour parler de l'effondrement, peut-être. J'ai une question là-dessus. Finalement, c'est le cœur du problème. Alors, le cœur du problème de la réflexion, c'est le survivalisme, c'est l'effondrement économique. Ça veut donc dire, j'ai écouté aussi, j'ai fait une revue de presse assez précise de vos interventions. Finalement, c'est-à-dire que vous ne croyez pas du tout en l'État, l'État au sens noble du terme. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si on tombe dans le survivalisme suite à un effondrement économique, c'est-à-dire que les citoyens ne pourraient plus être protégés par l'État et ça veut dire qu'on serait dans une forme d'anarchie. Donc ma question finalement, c'est est-ce que vous avez une confiance inébranlable en l'âme humaine, en l'âme des citoyens de n'importe quel pays, parlons de la France ou de la Suisse, pour reconstruire quelque chose? Pour reconstruire quelque chose, s'auto-organiser et repartir sur un monde meilleur sans finalement trop de structures étatiques. Quand je dis État, je parle de l'État symbole. Je parle pas de l'État ou du gouvernement actuel ou des gouvernements occidentaux d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, est-ce que vous y croyez finalement à une reconstruction par des citoyens, quelque chose de ex nihilo comme ça? Bien sûr, j'y crois parce que c'est ma conviction personnelle. Ensuite, objectivement, quand on regarde la réalité des choses, et même si on a un peu d'empathie, qu'on se met dans les souliers de nos dirigeants bienveillants et gentils qui s'occupent de nous bien depuis tellement longtemps, et des oligarques qui les dirigent, clairement, la chance de pouvoir réformer un État aujourd'hui, elle est absolument nulle. Je ne crois plus du tout dans les élections, dans les partis politiques. On peut les encourager marginalement, et puis rien n'empêche que quelqu'un ait l'envie de faire de la politique. Je ne critique pas. En revanche, j'ai perdu personnellement espoir dans le changement par des formes soit non violentes, soit par des formes par le processus démocratique. J'y crois plus du tout. En revanche, ce que nous pouvons faire nous-mêmes en tant qu'individus, c'est travailler sur nos voisins, là où, comme le disaient déjà les stoïques il y a près de 2500 ans, nous pouvons travailler sur ce que nous pouvons contrôler. Ce que nous contrôlons pas, on peut étendre notre contrôle, mais sur les gens et nos amis et sur nous-mêmes, nous pouvons travailler. Car au fond, certes, beaucoup d'entre nous rêvent, j'ai vu en France, pays voisin et que j'aime beaucoup, bien sûr, vous avez eu des élections avec des candidats de toutes sortes. On a vu Éric Zemmour, on a vu évidemment Marine Le Pen et d'autres, qui sont encore dans des réformes qui sont de toute façon tellement lentes et qui prendraient des décennies pour peut-être, dans le meilleur des cas, prendre le pouvoir s'ils ne finissent pas eux-mêmes corrompus par les forces qui tiennent ce pouvoir de toute façon. On n'a pas le temps. Je ne crois pas qu'on a le temps. Alors, est-ce que nous serons capables d'avoir suffisamment de poids à l'échelle petite, à l'échelle locale, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un hameau, pour changer la nation, le pays? Probablement pas. Mais en revanche, nous pouvons changer ce quartier, ce hameau, le défendre. Regardez au Liban pendant presque 1000 ans, des villages et des petites vallées dans les montagnes ont tenu dans un océan islamique qui a priori voudrait les éradiquer ou les convertir. C'est un exemple parmi tant d'autres de résistance qui se fait sur des siècles. La Reconquista de l'Espagne, je prends des exemples éminemment politiques, si on veut, puisque ce sont des conquêtes, des guerres. La Reconquista en Espagne, elle a mis 2 gros siècles, et puis 7 pour finir le travail, mais ça a démarré dans les Pyrénées, dans les Pays Basques,
dans les Asturies, dans le nord du pays, au Portugal, pour des gens qui avaient tenu le coup face tout d'un coup à une invasion extérieure. Les effondrements généralement des économies, c'est ce qui nous touche, mais ils sont généralement dans un cadre plus grand, dans des effondrements civilisationnels, dans des effondrements d'empires. On voit l'Empire romain, etc. De manière moins violente peut-être, il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, ou plus violente celui de la Yougoslavie. Et les gens ne sont pas tous morts, ça vous avez bien fait de le dire, c'est pas la fin du monde, simplement c'est une réorganisation, parfois avec moins de ressources, et donc comme nous avons besoin de ressources pour vivre, l'eau, la nourriture, avoir une hygiène convenable, etc., nous pouvons nous réorganiser à la plus petite échelle, et ensuite on avisera et on sera opportuniste. Oui, mais Piero San Giorgio, je me coupe, 3 secondes. C'est intéressant parce que c'est une question, moi, qui me passionne, bien sûr, la nation, l'identité et tout ceci. Mais je veux dire par là, c'est que si je vous suis, l'effondrement économique, je m'accroche à cette idée, c'est aussi l'effondrement de la nation. Donc, en quelque part, c'est une forme de chaos civilisationnel, une forme de chaos sociétal, où finalement, quelque peu, les gens les plus forts, les plus préparés comme vous, ou ceux qui ont le plus de moyens ou le plus de moyens matériels, survivront, et les autres seront livrés à eux-mêmes, parce que c'est une vision extrêmement brutale que je peux partager avec vous. Mais je voudrais là-dessus qu'on puisse évoquer cet effondrement de la nation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver une espèce de tribu disséminée sur le territoire, dans des contrées géographiques plus ou moins avenantes, avec plus rien, c'est-à-dire des lambeaux de rien, en fait. Vous voyez, c'est tout à fait possible, et il se peut qu'il y ait des endroits où une certaine forme d'ordre et même d'État subsiste. Dans d'autres endroits, ça va se réorganiser pour créer ces conditions d'ordre et de sécurité. Dans certains cas, ça peut être très féodal. Dans d'autres cas, la nation, vous savez, elle est d'abord dans nos cœurs et dans nos têtes. Et que nous connaissons des nations qui ont été sans pays géographique pendant 2000 ans, entre 66 et 1948, et qui ont fini par avec du courage, avec de la malice aussi, avec de l'habileté à reconstruire un pays. Israël, je le mentionne. Oui. Et donc, c'est très intéressant d'imaginer que nous aussi, nous pouvons être dans nos esprits des Français ou des Suisses, certainement, j'espère en tout cas, des Européens pour ceux qui sont européens. Et lorsque nous nous rencontrons, lorsque d'une vallée, nous rencontrons des gens d'une autre vallée, nous reconnaître non pas comme ennemis, non pas comme des gens qui se battent pour des ressources devenues rares forcément, mais aussi des gens qui sont capables de collaborer et de se dire, bon, nous avions ce rêve qu'était la France, alors faut-il encore la définir, ou la Suisse, faut-il encore la définir, ou l'Italie, faut-il encore la définir, ou l'Allemagne, là il faut faire attention, et de se dire, peut-être que nous avons plutôt tendance à gagner à collaborer, parce que moi je suis dans la montagne, donc je produis peut-être du bois, du fromage, dans la région en tant qu'entité physique et politique, si on veut, même à l'échelle microscopique. Et vous, dans la plaine, vous faites du maïs et puis je sais pas, des asperges. Et donc peut-être nous allons collaborer. Il est plutôt dans les vignobles, Nicolas Vidal. Alors. Exactement, je suis plutôt dans le terroir vignoblé, moi. C'est fondamental. Non, Piero San Giorgio, ce qui est intéressant. Alors, d'abord une première question, parce que je pense que nos auditeurs là ont envie d'entendre encore plus de Piero San Giorgio, et qu'on rentre aussi dans le concrètement, qu'on leur donne des conseils concrets pour leur dire demain, vous rentrez chez vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Je sais que la première chose, c'est de se procurer votre livre, mais quand même, si nous pouvons donner ces conseils. Est-ce que vous auriez le temps de rester avec nous jusqu'à 9h30, Piero San Giorgio? Voilà, question posée en direct. Nicolas Vidal, vous restez également avec nous. Bien sûr. On va aborder les questions concrètes de comment faire tous les jours et sur les différents domaines que vous abordez très très bien dans votre livre, en effet, l'eau, l'école, etc. Je voudrais juste, finalement, d'après ce que vous dites, c'est ce côté faire attention à son voisin, recréer des micro-communautés, c'est bien la différence. Et je voudrais qu'on la note tout de suite, parce que c'est fondamental, je pense, entre le survivalisme américain et le survivalisme de Piero San Giorgio. C'est-à-dire que le survivalisme américain, il y a un côté, vous évoquez les 3G, il y a un côté, bon, on se trouve un blocus et on a des boîtes de conserve américaines, et puis tous ceux qui s'approchent, je tire dessus. Alors que votre survivalisme est complètement différent. C'est-à-dire il faut penser tout de suite à se réorganiser avec d'autres personnes.
Oui, c'est un des piliers de ce lien social nous permet de, parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, on nous permet à l'échelle de nos moyens, c'est-à-dire l'échelle humaine, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres autour de là où on habite, tisser des liens et des liens de courtoisie, de gentillesse, d'entraide. On n'est pas que des animaux égoïstes, hein. L'être humain est aussi capable de grand altruisme et de grande fraternité, bien sûr. Pas forcément avec tout le monde et pas forcément avec nos ennemis. Ça, c'est le problème. On nous oblige à être fraternel avec des gens qui nous haïssent ou qui veulent nous détruire. Bon, mais et tout ça, ça se base. Alors ça, ce n'est pas dans ce livre-là, mais ce sera dans mon prochain. Se base sur des notions d'éthique fondamentales, sur l'éthique qui va nous permettre de dire non face à des comportements injustes, notamment de la part de l'État, mais aussi de dire oui, et au contraire, à l'inverse, aller vers les autres qui collaborent et qui travaillent, donc sur des valeurs peut-être que l'on redécouvrira, qui sont des valeurs de travail, d'entraide. Pas une entraide béni oui et gentillette à la gauchiste, qui est très fantasmée et très... qui est réaliste, qui est surtout possible lorsque l'État arrose tout le monde de son argent. Non, une entraide qui est basée sur le réel respect. Un code d'honneur. Sur exactement un code d'honneur, mais aussi finalement un intérêt mutuel donnant-donnant. En fait, je te protège si tu me protèges, et je protège tes enfants, tu protèges mes enfants. Et finalement, on revient, et c'est là où c'est triste d'avoir fait, après 2500 ans en tournant en rond, aux principes fondamentaux que l'on retrouve à la racine, par exemple, de la démocratie athénienne. Le citoyen, c'est celui qui défend la communauté. C'est pas quelqu'un qui est resté 2 ans dans un pays à qui on a donné des papiers. Ça n'a rien à voir. On revient aussi au principe médiéval, d'après ce que vous dites. On revient aussi à des contrats sociaux d'ordre médiéval. Je te protège, tu me nourris, ou on n'est pas obligé d'être dans le servage. Hein. On peut innover quand même. Ou même dans des principes religieux très sains que l'on retrouve notamment dans le christianisme, évidemment, qui est une des religions de l'Europe, et où on retrouve une forme de... Quand on le comprend bien, je crois, je suis pas un théologien, mais c'est qu'on a une entraide et on s'entraide, mais pas entre guillemets gratuitement, pas pour rien. On va jamais aider le mal. On va pas tendre l'autre joue face au malin, par exemple. Or, on nous a fait croire qu'il faut être gentil avec tout le monde. Non, faut pas être gentil avec ses ennemis. On peut les respecter, mais on doit se faire respecter. Mais on peut pas être bisounours et donner tendre la joue gauche à l'ennemi. Non, on peut pas. On ne doit pas en plus. Il y a un devoir que je crois même qu'il est dans les évangiles où nous avons le devoir de combattre le mal. Ce n'est pas et le mal, c'est celui qui ne nous veut pas du bien. C'est pas juste. C'est pas quelque chose forcément d'absolu. C'est aussi relatif. Mais bon. Et donc nous allons retrouver, je crois très très vite, ces instincts, et c'est important pour moi d'aider les gens à se structurer physiquement et mentalement, à défaut de le faire spirituellement parce que c'est pas mon domaine, déjà maintenant, pour que les gens soient prêts le jour où ça va mal, tout en espérant que ça aille pas si mal que ça, évidemment, pour savoir quoi faire correctement et pas faire de bêtises, pas ajouter du chaos à une situation déjà difficile. Alors, je vous arrête, Piero San Giorgio. Voilà. On va apprendre comment et savoir quoi faire concrètement, j'espère, dans ce deuxième volet d'interview avec vous, jusqu'à 9h30. Mais il est 9h pile et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Notre invité vu de haut est Piero San Giorgio, le fameux, le très connu survivaliste, auteur de ce livre qui l'a fait connaître, Survivre à l'effondrement économique, aux éditions Culture et Racines. On peut donner d'autres titres, NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. C'était aux éditions Le Retour aux sources, et Giuseppe, une histoire de survie, aux éditions Culture et Racines également. Nicolas Vidal est également avec nous, fondateur et rédacteur en chef de Puig Media. Nicolas Vidal, je vous laisse l'honneur de la première question.
Ah ben bien sûr, on va parler du concret concrètement. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce concret, c'est surtout que vous avez, Piero San Giorgio, vous n'êtes pas le sans savoir qu'en France, des millions de Français ne se doutent pas du tout de la violence de l'effondrement économique qui nous attend, nous Français et plus largement pays européens. Finalement, vous, dans cet objet, cette question du survivalisme, comment vous pouvez à un moment donné essayer, selon vos idées, alerter une partie, des millions de gens qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire autrement et se préparer à devenir peut-être avec un effondrement économique, on en a parlé tout à l'heure, un effondrement de l'État, à finalement subvenir à ses propres besoins, parce que vous avez des gens qui aujourd'hui estiment que si aujourd'hui va bien, demain ça sera pareil et qu'après-demain ça sera la même. Voyez-vous, donc comment vous, votre travail, c'est de faire prendre conscience à des millions de gens que potentiellement ça peut vite dégoupiller dans nos pays occidentaux et surtout européens. Alors pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de conférences et vous m'avez très gentiment soutenu à chaque fois où c'était possible. J'ai écrit des livres, j'ai essayé ils sont traduits en anglais, même en turc, en arabe, pour dire que c'est allé très très loin, en russe bien sûr, en polonais, etc. Et donc j'ai fait le maximum de travail que j'ai pu faire, mais je trouve que par exemple en France, pour prendre, et en Suisse également, les médias de grand chemin, on va dire, m'ont plutôt attaqué au début, soit d'abord en caricaturant le propos, en essayant de calquer ce que j'explique à ce modèle américain où on serait tapi dans un bunker surarmé avec plein de boîtes de conserve, qui n'est pas quelque chose qu'on peut exclure, mais enfin, il n'y a pas que ça. Et puis, ensuite, il y a eu carrément les attaques, parce que dès qu'on n'est pas dans le moule, vous le savez très bien, on est un fasciste, tout ça, et tout ça, et tout ça. Pour moi, qui suis plutôt anarchiste libertarien, donc pas de gauche, mais quand même libertarien, c'est assez un comble. Et effectivement, dans mon roman Giuseppe, je raconte plutôt l'histoire de mon grand-père, qui n'est pas exactement une histoire d'une morale fasciste, bien au contraire. Et bref, j'essaye de parler autour de moi, mais c'est vrai que les médias en font peu le relais. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que alors que ça crève les yeux que nous sommes dans une situation extrêmement difficile depuis au moins 3 ans, mais là nous sommes en train d'embrayer, vous l'avez entendu, avec une volonté d'aller vers la guerre. Et si vous me permettez une parenthèse très courte, il est normal que les États en difficulté économique, avec une population qui va bientôt prendre les fourches et les flambeaux pour aller nettoyer un petit peu, et ce sera pas au Karcher, mais plutôt au lance-flammes, les castes dirigeantes d'un pays, et je parle de l'Occident dans son ensemble, eh bien c'est normal qu'elles essayent de détourner l'attention. Et lorsque les attentats ne fonctionneront plus parce qu'ils sont pas assez importants, eh bien ce sera la guerre totale avec une mobilisation entière. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les pays, c'est même quasiment à chaque fois qu'il y a des grandes crises qu'on part vers des guerres. Et donc avec le risque que ça dérape dans des guerres nucléaires, auquel on peut survivre. Je tiens à rassurer vos auditeurs, ce n'est pas la fin du monde, une guerre nucléaire. Bien au contraire, on peut s'en sortir, mais c'est pas très agréable et il faut se préparer d'autant plus. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, oui. Alors Clément, je complète là-dessus. Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde hier, le 20 septembre, donc, devant les dirigeants du monde entier. Vous savez que c'est l'Assemblée générale de l'ONU en ce moment. Emmanuel Macron a fait un formidable discours comme d'habitude, Manu Premier. Le secrétaire Antonio Guterres a dit, comme vous, Piero San Giorgio, un hiver de grogne mondial est à l'horizon. Donc, vous voyez, vous êtes à ce jour pas si loin de la réalité. Oui, c'était assez prévisible. J'avoue que dans les détails, par exemple, les gilets jaunes en France, il y a 4 ans déjà, étaient en soi imprévisibles dans le détail, mais dans la tendance lourde, ils étaient clairement dans l'inévitable. De même qu'un président comme Trump aux États-Unis a été imprévisible. J'avais annoncé sa victoire à l'époque, bien avant tout le monde, mais la tendance lourde était là, c'est-à-dire qu'on va avoir des tendances au bonapartisme, on va avoir tendance à chercher des hommes, peut-être des femmes providentielles, mais le chaos est déjà, la complexité et la disruption de cette complexité. Pensez à comment
vos supermarchés se remplissent par des chaînes d'approvisionnement qui sont incroyablement complexes et qui, à leur source, sont liées à des transports et à des systèmes d'assemblage de produits qui sont extrêmement complexes également. Et ça je l'ai découvert lorsque je vendais à ces entreprises des systèmes logiciels qui permettaient de coordonner des différents fournisseurs pour des assemblages. Par exemple, Renault, Fiat, BMW ne font qu'assembler des voitures et gagnent de l'argent sur la finance de ce qui fonctionne par-dessus. Mais en fait, ce sont des dizaines de milliers de fournisseurs qui sont coordonnés entre eux. Et aujourd'hui, c'est pas un ministre de l'économie extrêmement intelligent qui est capable de gérer ce genre de complexité, de prévoir. On a vu les sanctions comme la Russie, comme elles ont très bien marché. Et là, on va se les peler cet hiver, tous. Parce que on a des imbéciles qui dirigent les pays, mais des imbéciles dans le sens j'attaque pas la personne, j'attaque la fonction. C'est qu'en plus ce n'est pas du tout adapté à gérer ce genre de choses. Donc aller en guerre, c'est croire pouvoir reprendre les rênes de quelque chose d'infiniment complexe. Et en plus, soyons francs, et même si aujourd'hui nos pays allaient en guerre, mais qui irait se battre? Moi non. Moi, je ne veux pas me battre pour mon pays parce que mon pays ne me ressemble pas. Déjà, physiquement, quand je vais dans les grandes villes, je ne reconnais pas mon peuple. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces gens-là. Quant aux élites, je ne vais pas dire ce que je pense parce que on va rester correct dès 7 heures du matin. Mais donc, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir se battre parce qu'encore une fois, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la Suisse, qu'est-ce que l'Allemagne aujourd'hui? Si ce n'est un hôtel, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien, si ce n'est une sorte de... Alors, dans nos esprits et dans nos cœurs, ça peut être autre chose. Mais dans la réalité du quotidien que l'on voit aujourd'hui, mais qui a envie de se battre pour ça? Qui a envie d'envoyer ses enfants ou soi-même mourir pour des trottinettes avec des hommes en jupe? Non, je ne crois pas qu'on va se battre pour ça. Et ils peuvent toujours venir me chercher. Va falloir envoyer un gros peloton de gendarmerie pour venir me chercher parce que ça va pas être possible sinon. Donc, je pense qu'on doit plutôt se focaliser sur ce que l'on peut faire, c'est-à-dire, voilà. Alors, allons-y peut-être, Piero San Giorgio. Concrètement, vous proposez de créer une base autonome durable, vous allez nous expliquer ce que c'est, qui permet ensuite de développer les éléments fondamentaux à la survie, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie, la connaissance, la défense et le lien social. Peut-être commencer par expliquer ce qui est très intéressant, qu'il y a une hiérarchie en fait dans les besoins. Pour s'en sortir, pour survivre, que vous reprenez finalement la classification d'Abraham Maslow, et qu'en fait il faut d'abord satisfaire certains besoins nécessaires avant de pouvoir en satisfaire d'autres. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer cette hiérarchie, et ensuite quand on rentre dans le concret, comment on peut faire éventuellement pour avoir accès à cette eau, etc. Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, parfois on nous dit toujours oui, mais ce qui est important, c'est de rester humain dans nos rapports avec les autres. Oui, vous dites ça parce que vous êtes bien nourri et confortablement au chaud. Parce que lorsque, effectivement, des pays, et j'ai étudié les effondrements allant de certains très anciens, comme les Mayas ou Rome, à des plus récents, l'Union soviétique, la Yougoslavie et même l'Argentine d'un point de vue financier, lorsque ça commence à chauffer, les gens peuvent devenir extrêmement agressifs, violents. Et puis, il y a la pénurie, le manque de nourriture, même le manque d'eau potable qui provoquait même des épidémies très graves, eh bien, nous oblige à réfléchir à ce dont nous avons réellement besoin et donc de se projeter. Ça, c'est une de nos forces à nous autres Européens, d'avoir cette capacité de nous projeter un petit peu dans l'avenir et d'imaginer le scénario où les supermarchés sont vides, par exemple, ou si l'eau ne sortait plus du robinet par manque d'électricité, parce que l'eau fonctionne à l'électricité, ça les gens peut-être le savent pas, mais si. Et donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et en se projetant dans ce scénario, ce sont des exercices, par exemple, que je donne à la fin de ce premier livre. Nous pouvons nous dire, mais s'il manque de l'eau, j'ai besoin d'avoir de l'eau chez moi. Ou j'ai besoin de filtrer de l'eau que je vais réussir à aller récupérer. Alors peut-être pas au dans lac la Seine, d'à côté. le lac ou la rivière si vous êtes à la campagne, etc. Et donc, est-ce que j'ai un filtre? Oui, non. Sinon, vous pouvez vous acheter un filtre et vous apprenez à l'utiliser. Est-ce que vous avez
de quoi avoir 3-4 jours de réserve d'eau pour vous et votre famille dans un placard quelque part, que vous faites tourner pour qu'elle se... Voilà. Pareil pour éventuellement un peu de nourriture. La nourriture, c'est beaucoup moins important que l'eau parce qu'on peut rester pas mal de jours sans manger, mais faut-il être habitué. Est-ce que vous êtes capable de vous défendre? Si quelqu'un défonce votre porte pour vous prendre vos réserves, par exemple. Oui. Ou vous mangez, il faut voir aussi la faune qu'on a dans nos villes de nos jours. Les gens, quand on voit le regard de certaines personnes dans le métro, on se dit, lui, il pourrait nous manger s'il pouvait. Non, mais on voit dans les yeux la folie de certaines personnes dans les grandes villes aujourd'hui. Eh bien, est-ce que vous êtes capable de vous défendre? Est-ce que vous êtes capable de vous barricader dans une situation extrême, évidemment? Enfin, c'est une question qu'on doit se poser. Et puis, est-ce que vous pouvez compter sur vos voisins, sur vos amis, votre famille? Oui, non. Aujourd'hui, on sait à quel point nous sommes malheureusement atomisés depuis longtemps au niveau familial, au niveau les c'est amitiés. pas la maison familiale où il y a le frère et la mère à côté. Enfin, rarement en tout cas. Donc, et donc, s'il n'y a plus de téléphone portable, plus de téléphone fixe, plus de téléphonie, de toute façon, comment faire pour les rejoindre? Comment savoir où ils sont? Exactement. De tout ça, ça se prépare en fait. Tout ça, ce sont des exercices auxquels on peut se préparer. Alors, bien sûr, parfois on me demande, mais donne-moi une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, c'est du travail, c'est réfléchir. Alors, par exemple, une solution simple pour démarrer, c'est même pour le citadin, bien que je préconise de quitter les villes, ça c'est important de le dire, mais même pour le citadin, avoir de quoi tenir une semaine, peut-être 2 semaines en termes de nourriture et d'eau, et savoir se défendre si on essaie de nous agresser dans notre appartement ou dans notre petite maison, c'est déjà un grand pas pour déjà se rassurer en disant voilà, demain c'est la guerre, les supermarchés sont vides. Dans nos têtes, on se dit bon, j'ai un mois pour organiser, 3 semaines pour trouver une solution ou pour partir. Ça c'est déjà, alors ce n'est pas autonomie, ce n'est pas de l'autonomie, mais c'est un tampon. Ça nous permet d'avoir. On a caricaturé beaucoup le papier de toilette dont les gens se ruaient dessus au début de. Pendant la Covid, oui. Oui. Mais c'est pas idiot non plus d'avoir d'avoir une réserve de quelques semaines de papier toilette. Ça prend un peu de place, mais c'est pas énorme. Mais c'est quelque chose qui peut nous rassurer psychologiquement. Et ça c'est très important car des gens rassurés peuvent dialoguer et se confronter beaucoup plus tranquillement que lorsque les gens sont stressés, paniqués. On le voit même dans des situations de couple, lorsqu'on se perd en voiture, on s'engueule, etc. Le stress, ça peut nous faire du mal et ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Alors que justement, la préparation et ce travail que je propose, finalement, nous apaise et nous permet de nous retrouver entre voisins, entre amis, entre gens de la même famille, par exemple, en se disant, bon, on a 3-4 semaines devant nous, ou dans les cas des gens très préparés, des années, ou un potager un poulailler dans lequel on a un minimum d'autonomie, ce n'est peut-être pas 100%, mais peut-être 20, 30, 50% d'autonomie pour la nourriture, en ce qui me concerne, eh bien, ça nous permet de voir venir, c'est une expression, voilà, je crois qu'elle est suisse, mais sûrement vous l'avez aussi, et donc de projeter l'organisation des prochaines années, ensuite de se réorganiser. Parce qu'il y a toute une question justement d'organisation, Piero San Giorgio. À vous écouter, on a envie aujourd'hui tous d'aller s'installer à la ferme, à la campagne, d'avoir tout de suite nos poules et de développer notre potager. Mais c'est concrètement pas possible quand on a les métiers que tout le monde a et que tous nos auditeurs ont en nous écoutant. Donc qu'est-ce que aujourd'hui, on est encore dans cette période de transition. La crise nous paraît pas encore imminente. Donc, soit vous nous dites, il faut passer le pas, soit vous nous dites, en fait, il faut être dans une transition douce. Mais comment est-elle, cette transition douce? Alors, tout d'abord, je dis jamais il faut. Je suggère et je dis aux gens de faire un travail d'imagination, de projection en fonction de différents scénarios. Mais c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous de faire ses choix en son âme et conscience et avec sa responsabilité. Ce n'est pas moi qui vous dis allez tous dans le Périgord. J'adore le Périgord, c'est fantastique. Mais si on y va tous, déjà, ça posera un problème. Déjà, ça sera moins bien, mais en plus, de toute façon, la plupart des gens, comme vous le mentionnez tout à l'heure, l'immense majorité des gens ne m'écouteront pas, ils ne savent même pas que j'existe. Ce qui est bien dommage pour mon éditeur, parce qu'il préférerait vendre 60 millions d'exemplaires de mon livre que 200 000, mais enfin, c'est comme ça. Et ce travail, je ne peux que le suggérer et je ne peux que
donner quelques pistes qui sont un départ, bien sûr, dans ce livre. Je suis ravi de voir que d'autres gens se sont engouffrés comme ce qu'on appelle les collapsologues, qui ont plutôt une approche universitaire et un peu peut-être naïve, à mon avis, mais que j'encourage parce que ça va dans le bon sens de donner l'alerte. Mais en fond, la question, ce n'est pas d'être conscient uniquement, c'est aussi d'agir. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui se croient coincés en ville du fait de leur métier, peut-être aussi du fait ils ont besoin de se payer pour payer les crédits de la maison, etc. Et qui finalement, c'est parce qu'ils sont dans une roue de hamster qu'ils ne changeront pas. Et le système veut ça. Il veut que vous vous endettiez. Il veut que vous ayez une maison. Il veut que vous soyez coincé à travailler en tant que finalement employé du tertiaire et que vous ne quittiez jamais le système très efficace et très rentable pour les propriétaires du système qu'est le modèle économique d'aujourd'hui. Et si ça devait s'arrêter, eh ben tant pis, eux ne viendront pas vous sauver. Les grands oligarques de chaque pays ne vont pas venir en disant « Oh, mes pauvres, vous avez travaillé pour moi pendant de nombreuses années, je reconnais votre fidélité, alors je vais vous aider maintenant. » Non, non. Lui, il a une vraie maison dans une île en Bretagne ou en Corse avec des barbelés autour, des gardes du corps qui vont peut-être plus la prendre, sa maison entre nous. Mais enfin, qui eux ne vont pas venir vous aider lorsque ça va pas. Les propriétaires du pays, ils vont jamais ou ils vont partir en Uruguay, en Argentine, en Nouvelle-Zélande. Et ils vont vous laisser vous dépatouiller dans le grand remplacement formidable et très enrichissant. Et donc voilà, donc on a intérêt à se bouger nous-mêmes. Et puis le choix de dire finalement, je quitte mon travail en ville pour vivre à la campagne et dépenser beaucoup moins d'argent, vivre moins. Alors c'est sûr, c'est moins de culture, moins de visites au musée, je sais pas, l'exposition sur les Taïnos. Bon, ben voilà, faut savoir, on a des choses qu'on va perdre, mais d'autres qu'on va gagner, c'est-à-dire l'air pur, la vie à la campagne, des voisins peut-être sympas ou pas, mais c'est à chacun d'entre nous de faire ce choix avec et en prenant ses responsabilités. Vous savez, moi je prends toujours l'exemple, c'est un exemple, hein, mais les personnes de confession juive en Pologne en 1939 jusqu'en septembre, ils allaient assez bien. Et ceux qui ont quitté le pays parce qu'ils voyaient venir la guerre se sont peut-être retrouvés aux États-Unis ou en France et puis de là ailleurs. Ils s'en sont mieux sortis que ceux qui sont restés dans Varsovie, Lodz ou Cracovie. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, on peut continuer la métaphore historique en regardant ce qui s'est passé même pendant l'Exode, quand les Allemands sont arrivés, les nazis sont arrivés sur les territoires français, toutes ces populations, finalement, ceux qui étaient à la campagne ou ceux qui avaient une maison de campagne un petit peu déjà habitée, s'en sont beaucoup, beaucoup mieux sortis. Moi, je parle en connaissance de cause avec ma grand-mère qui a pu retomber chez une tante qui avait, chez une grand-mère qui avait un petit jardin, mais qu'elle travaillait déjà, avec un potager déjà en fonction, et évidemment, ça lui a changé la vie à ce moment-là. C'est certain, et même certains se sont beaucoup enrichis, mais effectivement, la comparaison est tout à fait juste. Hélas, nous n'avons plus la même quantité de gens qui vivent de manière rurale, et même les gens qui vivent de manière rurale, souvent, ont un mode de vie qui est en réalité urbain. Oui. Ils vont quand même acheter leurs biens dans des supermarchés. Piero San Giorgio, supermarché, je rebondis immédiatement. Vous l'avez dit, on l'a vu pendant le Covid. Rappelez-vous, ici en France, du moins sur le premier week-end, on a vu des gens prendre d'assaut tous les centres commerciaux. La question que j'ai envie de vous poser est finalement de voir quel va être le prémisse de l'effondrement. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que les supermarchés, à un moment donné, pourraient avoir des ruptures d'approvisionnement et ça pourrait commencer comme ça aussi? Donc, il y a des problèmes d'électricité, problèmes de facture, de pénurie, mais les supermarchés aussi sont à un moment donné le cœur du système. Donc s'il y avait, vous l'avez dit, des éléments très complexes, des organisations très complexes qui venaient à s'arrêter, d'une part parce qu'il y a des entrepôts qui vont fermer parce que les factures d'énergie seront trop compliquées à payer, d'autre part vous aurez probablement encore des prix à l'inflation du carburant, donc on risque de se retrouver là-dessus. Est-ce que ça pourrait être ça, les premiers prémices de pénurie grave, de rationnement et bien entendu d'émeutes, parce que vous l'avez dit, quand les gens vont plus pouvoir aller acheter des conserves au supermarché, on risque peut-être d'assister à des scènes qu'on n'avait pas vues depuis bien longtemps.
Ah oui, c'est certain. D'autant plus que nous sommes dans des sociétés qui ne sont plus homogènes et donc notre réaction ne risque pas d'être disciplinée et organisée comme celle du Japon lorsqu'ils ont un tsunami, parce qu'ils sont tous du même peuple et puis donc ils ont une culture où on s'organise. Aujourd'hui, ça va être quand on voit quand il y a des ruptures de stock de Nutella ou des offres sur l'huile d'arachide, c'est des mini-émeutes déjà aujourd'hui, alors que tout est encore disponible. Avec cette cassure de l'économie qui a été provoquée par les confinements, il y a 2 ans, on a déjà entamé la destruction de ces chaînes d'approvisionnement très complexes et très fragiles, qui certes se réorganisent par l'effet de la libre entreprise, des entreprises qui trouvent une solution pour vendre. Mais vous l'avez dit très justement, et c'est quelque chose que j'écrivais déjà en 2011, l'inflation est inévitable tôt ou tard dans ce genre de système. Et donc, l'inflation qui en plus, on voit que les États luttent contre l'inflation en donnant encore plus d'argent aux gens pour qu'ils puissent continuer à acheter et être assistés. Sauf que on rentre dans une chaîne qui va amener en bout de course à l'effondrement des monnaies, par hyperinflation. Et nous allons avoir justement, lorsque votre RSA ne va suffire que pour vous acheter un café, ça va être comme c'était le cas dans beaucoup de pays où il y a eu de l'inflation, l'Argentine pas si loin de nous, ou l'Allemagne il y a un siècle. Eh bien, vous faites quoi le reste du mois? Quand votre mois se termine le premier, le reste du temps, vous allez faire quoi? Vous devenez super violent, donc il faut faire gaffe. Et tout ça, ça s'anticipe. D'abord, et c'est ma stratégie personnelle d'être loin, c'est pour ça que je suis dans les montagnes et même pas en plaine ou même pas dans les villes, d'être loin de là où il va y avoir du problème. Parce que fondamentalement, je suis pas quelqu'un de méchant et j'ai pas trop envie de me confronter à des gens agressifs qui viendraient chez moi. Parce que je me connais et je suis formé je sais comment je vais réagir. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec creuser des trous, tout ça. Bref, donc je préfère être loin de cette problématique-là parce que j'ai projeté ces scénarios et je les ai appliqués à ma famille et à mon cas personnel. Donc à chacun de s'imaginer ce qu'il ferait. Et donc, encore une fois, si vous avez des stocks chez vous, par exemple, ou si vous avez votre potager, si vous avez vos poules, si vous habitez loin, votre supermarché se vide. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est égoïste, il faudrait se battre pour que les supermarchés continuent à rester disponibles. Oui, mais il fallait se battre il y a 40 ans dans ce cas-là. Et donc, vous prévoyez, vous écartez pas l'idée, Piero San Giorgio, qui est en France ou peut-être en Suisse ou dans d'autres pays européens des émeutes de la faim. Ça vous l'excluez pas? Ah non, et très rapidement finalement, selon vous, ça me paraît inévitable dans ces prochains mois ou ces prochaines années. C'est évident. Alors heureusement, nous sommes plutôt bien nourris en Occident, donc nous avons un peu de réserve, donc on va pas mourir en 2 jours. Il nous faudra des mois et des mois avant qu'on commence à voir vraiment des gens. Malheureusement, il y en a voir comme il y en a tous les hivers, des gens qui meurent de froid ou de faim. Même si c'est marginal, il va y en avoir plus. Mais on a une certaine marge. Et je pense que justement, les États et les élites qui en sont aux commandes, elles commencent à craindre la population. Et je crains qu'elles commencent à mettre en place des systèmes extrêmement durs et qu'on n'a pas vu pour le coup depuis 1945 pour déclarer la guerre. En fait, la guerre, elle est déjà déclarée, mais pour appliquer des mesures de guerre contre la propre population. Et on a vu notamment la commande des Centaures, on en avait parlé déjà avec Nicolas Vidal, ces chars armés qui servent normalement sur des opérations militaires et qui seront ici réservés à la gestion de l'ordre. Voilà, c'est pour ça que l'idée, ce n'est pas d'affronter l'État, ça ne sert à rien, il faut le laisser mourir tout seul, dans son coin, dans ses villes, mais au contraire de se préoccuper plutôt de ce qui est bon pour nous, et tout en sachant évidemment nous défendre. Mais attaquer l'État pour prendre le pouvoir, je pense qu'on a dépassé ce stade, c'est trop tard. Il faut le laisser mourir de sa mort tragique. Et puis travailler sur nous-mêmes. Donc moi j'ai une approche plutôt pacifique de ce côté-là. Piero San Giorgio, il faut combien de temps pour mettre en place un potager efficace? 2 siècles. Non, plus réaliste, de manière plus réaliste, je pense qu'on peut faire quelque chose de très rapide en 1 ou 2 années d'expérience, si on n'a pas d'expérience. Ah oui, mais si on meurt de faim là et que dans un mois on... Ouais. Oui, si vous plantez des graines de courgettes ou de tomates dans 2 mois, vous en aurez pas encore. C'est parce qu'en plus il faut être dans la bonne saison avec la bonne terre, etc. Non, ça prend du temps. À très court terme, c'est plus rapide d'aller acheter quelques boîtes de conserve, de l'eau et de les mettre dans un placard et en même temps travailler
sur développer son petit potager, etc. Si vous êtes en ville, dans Rue Barbare, sur Vivre en ville, on l'explique, comment essayer de faire un minimum sur son balcon ou dans son petit jardin de ville, mais c'est sûr que c'est plus difficile qu'à la campagne. Il n'y a pas de recette miracle, il y a toujours on peut aussi faire des stocks de graines également, ça peut être intéressant, même si on se dit qu'aujourd'hui, moi je reviens sur un cas assez concret qui est le mien, on se dit on n'a pas le temps d'avoir un gros potager tous les jours, bon. Mais au moins si on achète déjà des graines et qu'on est prêt avec de toutes les saisons et qu'on est prêt à commencer, donc on se dit on peut tenir un mois, puis derrière on assumera avec le potager. Bon, alors évidemment, s'il y a de l'électricité, l'avantage c'est que dans un appartement avec de la lumière et de la chaleur, vous pouvez faire des courgettes en plein hiver, c'est ce que font les Hollandais depuis une quarantaine d'années, jusqu'à maintenant. Et c'est sûr que vous pouvez improviser. En hiver, il y a quand même des choses. Il y a des potirons et des citrouilles. Oui. Bon, les citrouilles en appartement, ça va prendre de la place. Mais bien sûr, vous avez moyen de faire un minimum. Mais je dirais qu'en ville, l'idée, c'est d'être le plus autonome possible. Pas d'être à 100% autonome forcément, parce que 100% autonome, croyez-moi, pour avoir un potager de 1000 mètres carrés maintenant, c'est quand même un sacré boulot. Et puis il faut planter des arbres, et les arbres, il fallait les planter il y a 10 ans. Alors on peut toujours commencer, comme on dit, le meilleur moment de planter un arbre, c'est il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Et donc à la campagne, les pommiers, hier j'ai récolté les pommes et les poires, littéralement hier matin, parce que je les ai plantés il y a 10 ans et maintenant ça commence à donner. Alors, un pommier va pas me faire vivre une année, mais ça va me donner 3-4 jours de calories, par exemple, que je vais étaler sur 2 semaines parce que ça se conserve. Mais voilà, c'est encore un petit pommier. Alors, heureusement, je n'en ai pas qu'un seul. Mais c'est pour illustrer l'idée que ce travail de préparation, il se fait quand même sur un temps assez long. Et que pour ceux qui n'ont pas démarré, c'est le moment. C'est le moment de démarrer parce que. On a bien compris. On peut se tromper. Peut-être que demain matin, face à cette mobilisation russe et au discours très menaçant et très compétent de votre président de la République, eh bien peut-être la paix se signe et on repousse la grande crise de encore 2-3 ans. Et donc, tant mieux, youpi, tralala, on est heureux de payer 60% d'impôts à l'État, et puis on va continuer encore 2 ans, et puis peut-être la prochaine crise, elle commence dans 2 ans. C'est ce que vous dites d'ailleurs, hein, Piero San Giorgio, vous dites finalement le mode de vie que vous avez découvert finalement en recherchant cette position survivaliste, finalement, est aussi un mode de vie qui rend heureux, finalement, qui épanouit beaucoup plus que celui dans lequel vous étiez avant. Ah, c'est certain alors c'est peut-être aussi l'âge. C'est certain que vivre en ville ne me plaisait plus et que le travail à l'international avec tous ses avantages, certes, c'est très très bon salaire et être sans arrêt dans des grands hôtels, dans des avions, etc. Ça peut être, il y a un côté grisant, mais finalement, depuis 10 ans où j'ai arrêté, j'ai vu mes enfants tous les jours. Donc, je les ai tous vus grandir. J'ai pu les éduquer, j'ai pu corriger, j'ai pu tuner un petit peu ce qu'ils apprennent à l'école pour essayer de les rendre un peu plus des adultes un peu plus aptes et responsables en devenir, parce qu'ils sont pas encore adultes, mais ils y arrivent. Et puis j'ai l'air pur, j'ai une vue magnifique tous les matins. Et donc ça n'a pas de prix pour moi. J'essaye de vivre les 30-40 prochaines années de ma vie de manière beaucoup plus harmonieuse. D'accord avec vous-même. Mais après, je dis ça à 50 ans. À 20 ans, peut-être que j'ai beaucoup de lecteurs qui sont plus jeunes, qui me disent, mais moi, je suis au début de ma vie, qu'est-ce que je fais, quel métier je dois faire? Et donc là, il y a toute une réflexion sur quels sont les métiers qu'un jeune peut démarrer, parce que est-ce qu'on veut devenir comptable? Est-ce qu'on veut devenir vendeur d'assurance aujourd'hui? Dans un monde où les services vont devenir de plus en plus difficiles. Et là, vous parliez de nation, mais une nation se bâtit aussi avec des jeunes qui choisissent des métiers concrets, des métiers productifs. Alors, ça peut être ingénieur, ça peut être menuisier, ça peut être plombier, médecin, chirurgien, des choses dont d'ailleurs la France a excellé pendant un siècle. Un des pays les plus avancés au monde au niveau de la formation de ses ingénieurs, de sa médecine, de sa recherche. Mais évidemment, pas spécialiste des rapports lesbiens au XIVe siècle. Ça, c'est sûr que c'est des études un peu bidons, quoi. Donc bien réfléchir si vous êtes jeune à ce que vous allez étudier et faire comme métier aussi. C'est aussi travailler pour votre autonomie, parce que quoi qu'il arrive, les plombiers seront
nécessaires. Quoi qu'il arrive, les électriciens seront nécessaires. Le vendeur d'assurance ou le spécialiste en relation transsexuelle du XIVe siècle au moyen dans le Périgord, ça va être beaucoup moins facile de trouver une activité dans une économie dégradée. Et une question sur les agriculteurs que je me posais en vous lisant. Finalement, on a aujourd'hui ces agriculteurs de nouvelle génération, hein, avec tous ces outils high-tech et tout ça. Est-ce que vous pensez que ces agriculteurs qui assurent, même si aujourd'hui, malheureusement, la production française n'est pas forcément vendue en France, etc., mais qui est censée rendre à peu près la France souveraine sur les questions alimentaires, est-ce que ces agriculteurs pourraient continuer leur travail après, avec moins de machines forcément, si jamais il y avait cette crise? Ça me permet de peut-être vous donner des bonnes nouvelles, c'est que la croissance le nombre de jeunes maraîchers, de jeunes agriculteurs, oui, et même d'agriculteurs plus chevronnés, plus expérimentés, qui se convertissent vers de la production plus petite, moins volumineuse, locale et en augmentation énorme. Pas qu'en France, aux États-Unis et dans plein d'autres pays, on a compris, et ça c'est le vrai mouvement écologiste, il est là, il est dans la capacité de produire de saison, localement, avec moins d'entrants, moins d'engrais qui viennent d'Ukraine, moins de pétrole qui vient de je ne sais où aujourd'hui, d'Algérie ou d'Arabie Saoudite ou du Qatar, et de fabriquer des légumes, des fruits, des animaux de grande qualité, au goût meilleur, avec plus de valeur nutritive pour la région autour de soi. Ça, c'est en essor phénoménal. Le grand agriculteur, et j'en ai connu, qui fabrique, qui est, le plus grand fabricant de carottes, agriculteur de carottes, par exemple en France, je sais pas combien de centaines et de centaines d'hectares de carottes il va faire en monoculture, en détruisant les sols, en rajoutant des engrais. En fait, il n'est pas inconscient, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Il se rend simplement compte qu'il est en train de détruire son sol et que s'il n'a pas d'engrais dans 2 ans, son sol c'est un désert. Il se rend compte qu'il est coincé parce qu'il s'est endetté pour pouvoir fournir Leclerc et les grands supermarchés, les grands centres de distribution de carottes bon marché, calibrées aux normes Union européenne, etc., avec des machines qui ont besoin de diesel. Là, on commence à avoir un premier problème, qui ont besoin d'engrais, de pesticides, de fongicides, etc. Et que ça, c'est dépendant d'une économie complexe qui est capable de produire. On l'a vu avec le risque cet été de pas d'avoir d'engrais qui venaient, parce que l'Ukraine est un grand producteur d'engrais, et donc heureusement pour l'agriculture intensive, ces engrais ils ont pu quand même être livrés, un peu moins que d'habitude, mais quand même. Et donc on n'a pas de famine prévue. Non, mais est-ce que la transition, ma question c'était, est-ce que pour ceux qui doivent entamer la transition, est-ce qu'elle sera faisable et possible? Il y a intérêt qu'ils se bougent, mais les grands agriculteurs, c'est vrai que la France est un des plus grands pays agricoles du monde, ils vont avoir de la peine parce qu'ils sont endettés. Ils sont endettés face à un système qui les oblige à être productifs. Oui, mais s'il n'y a plus de système de dette, puisqu'à partir du moment où c'est la crise totale, non? Ils produiront plus. Et là, on a une production nationale qui baisse de 50%, de 60%. Et là, il y a un problème. Bon, Piero San Giorgio, merci en tout cas pour ce premier éclairage sur la survie, le survivalisme, la crise, comment survivre en cas d'effondrement économique, qui est quand même une question relativement d'actualité. Je rappelle que votre livre, qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, est édité chez Culture et Racines, et qu'évidemment c'est un livre très très précis, avec des questions très concrètes et des solutions très concrètes également. Piero San Giorgio, je vous remercie de nous avoir accordé autant de temps. Merci à vous également, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.